Bonjour, c'est Julien et bienvenue sur le podcast Junidé Marketing. Pour cet épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir Maëlisa Seymour, une experte en data science et algorithmes et aussi entrepreneuse dans le secteur des deep tech. Maëlisa fait partie de ces gens qui ont un parcours assez remarquable. Après avoir mis le nez dans Excel à 5 ans, elle a intégré l'école des mines de Nantes et elle a aussi fait le conservatoire des arts et métiers. Après avoir bossé dans des grands groupes tels que la BNP ou la Société Générale, elle a fini par tout arrêter afin de lancer sa propre start-up, The Codist AI. The Codist AI permet de traduire automatiquement les codes déjà présents. En gros, c'est comme un Google Trad qui permet d'obtenir de la documentation. Vous entrez du code dans une entrée et ce qu'il en sort, c'est de la documentation pour comprendre comment a été fait et à quoi sert ce code. Maëlisa a développé sa startup au sein d'un incubateur basé à Londres qui s'appelle Entrepreneur First. Et du coup, au cours de cet épisode, je vous propose de revenir avec elle sur son expérience en tant qu'incubée, l'échec de ses premiers projets, mais aussi comment elle s'est fait larguer à un moment crucial par l'un de ses cofondateurs, les débuts de Codist AI, la levée de fonds en passant par la recherche de problématiques, mais aussi la création du premier MVP et enfin les différents leviers de développement de The Codist. Du coup, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse entrer directement dans le vif du sujet. Automatiquement les virements. Ok, d'accord. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, tu es une entrepreneuse de la Deep Tech. Comment ça s'est effectué la transaction ? Alors en fait, au cours de ma mission au sein de la Société Générale, j'ai été contactée par Entrepreneur First, qui est un incubateur londonien. Ils venaient de se lancer en France, donc ils existaient depuis 4 ans à Londres à l'époque. Ils venaient d'ouvrir un bureau, enfin ils allaient ouvrir un bureau à Paris plutôt. Okay. Donc ils recrutaient des entrepreneurs pour rejoindre leur incubateur. Et le concept c'était de se dire, on recrute des gens qui ont envie d'entreprendre. Ils ont une compétence particulière et l'envie d'entreprendre, mais c'est tout. On leur laisse 3 mois pour pouvoir discuter entre eux, former des binômes et sur base de ces binômes-là, avoir l'idée d'une start-up qui peut répondre à un problème d'envergure mondiale. Et si l'idée de cette start-up, si le plan et leur stratégie tient la route, alors en plus on les finance à hauteur de 100 000 euros. Ok, ouais, c'est pas mal. La promesse est intéressante. Ouais, mais du coup, là, alors, le modèle qu'on a l'habitude de voir, c'est que c'est les entrepreneurs qui cherchent des gens pour les accompagner, des incubateurs et tout. Comment tu expliques le fait que ce soit eux qui soient venus vers toi ? Alors, parce que, effectivement, c'est eux qui t'ont démarché. Et comment tu expliques le fait qu'ils t'aient repéré ? Parce que... Alors, jusqu'à présent, je ne sais toujours pas comment ils m'ont repéré, parce que je sais qu'avec des potes, on discutait régulièrement de « Ah oui, si on avait le temps, on ferait ça comme boîte, ça comme boîte ». Donc oui, le fait d'entreprendre, c'est quelque chose que j'avais en moi, que je voulais faire, mais j'avais un gros blocage, c'est que je ne savais pas par quel bout le prendre. Je sais que je ne voulais pas le faire seule, je ne savais pas avec qui m'associer. Donc j'étais un peu paumée par rapport à ça, donc je me renseignais un peu sur l'entrepreneuriat, j'écoutais des podcasts, je lisais des blogs, mais c'était encore assez flou. Et j'avoue que je ne sais pas du tout comment Entrepreneur First s'est dit, tiens, Maëlisa Seymour sera une bonne candidate. Et pourtant, en fait, quand ils m'ont appelé, on avait parlé, ils m'ont envoyé un mail en disant, donc on monte l'incubateur à Paris, on recrute environ 50 individus, voilà, avec profil comme le vôtre, donc qui veulent entreprendre, qui sont dans des domaines spécifiques. Et pour vous motiver et pour vous aider, on vous paye 3 000 euros par mois pendant 3 mois pour monter votre boîte. Et moi, quand j'avais vu ce mail-là, je me dis, attends, déjà, d'où ils ont mon mail, comment ils savent que je veux l'entreprendre et pourquoi ils vont me payer. Donc, j'ai mis ça en spam directement. Donc, je ne me suis même pas posé de question. Je me suis dit, il n'y a pas moyen qu'un truc aussi incroyable m'arrive. Donc, je l'ai mis en spam. Et après, ils m'ont rappelé, parce qu'ils ont eu mon numéro de téléphone aussi. Il va savoir comment, je ne sais toujours pas. Donc, moi, j'ai ma petite idée. Donc, après, ils m'ont rappelé et effectivement, donc, il n'y avait pas d'arnaque derrière. Donc j'ai passé un entretien et ça a matché, j'ai bien aimé leur mentalité, parce que c'est vraiment une mentalité anglo-saxonne, dans le sens où c'est pas grave d'échouer. Même au contraire, on t'incite à échouer, mais à le faire rapidement. Parce que plus tu échoues, plus tu vas en apprendre sur tes limites,
sur les challenges que tu veux relever et sur comment bien faire au final. Donc ça, j'ai vraiment apprécié. Ok. Et alors, pour revenir sur ma petite idée, moi, je pense que justement, ils avaient un data scientist et ils t'ont un peu traqué sur Internet. Oui, il y a moyen. Les données personnelles, tout ça, c'était pas très réglo à l'époque, je pense. Et du coup, alors, je sais que entre le temps que tu as passé dans le domaine bancaire et l'expérience Entrepreneur First, tu as eu différentes opportunités en fait qui étaient belles. Est-ce que tu peux revenir là-dessus et quels ont été tes choix par rapport à ces opportunités? Oui, alors en fait, quand j'étais du coup consultante encore à l'époque, BNP, dont j'avais démissionné, m'a recontacté pour me proposer un poste à Singapour en tant que data scientist dans leur bureau là-bas. Et ce qui pour moi était une opportunité géniale, puisqu'à l'époque, je me disais que j'en avais un peu marre de la France, que je voulais changer d'environnement. Et en l'occurrence, on me proposait le poste de mes rêves sur une île, très bien payé. Donc je dis, ouais, bah, la vie est belle quand même. Life is good. You know what I mean? $100,000 for the cheapest ring on a nigga finger, little bitch. Donc j'ai passé tous les entretiens RH pour leur reconfirmer effectivement que oui, j'ai démissionné de BNP, mais que j'étais prête à revenir, prête à m'investir, etc. Donc on a dû prendre C'était sur quelle île? À Singapour. À Singapour. Et parce que Singapour qui aussi est une plaque pour accéder à toute l'Asie que j'adore, parce que j'avais bossé en Thaïlande avant et j'ai vraiment un gros coup de cœur pour l'Asie. Et oui, pour moi c'était une très belle opportunité. Et donc on a fait tous les entretiens, donc j'ai signé le contrat. Ah ouais, t'avais signé quoi? Ah oui, j'ai signé le contrat. En fait, pour te dire, puisque j'étais à Paris à l'époque, donc j'avais mis toutes mes affaires sous vide. J'ai commencé à les mettre sur Vinted pour les vendre, etc. Je m'étais pris un logement à Singapour. Donc j'ai déjà payé le premier mois de loyer. J'ai acheté mon billet d'avion. Et en fait, Entrepreneur First m'a appelé un mois avant que je ne parte à Singapour. Le temps que je fasse les entretiens avec eux, à 10 jours de mon départ à Singapour, ils m'ont dit c'est bon, tu es prise pour un incubateur. Et donc là, j'avais un choix. À 10 jours de commencer mon nouvel emploi à Singapour, c'était soit je partais à Singapour pour rester dans le salariat plutôt, effectivement dans un cadre génial, avec un très bon salaire, etc. Ou tout planter pour me lancer dans l'entrepreneuriat, un domaine où je n'avais jamais été avant, avec toujours des revenus, puisque j'étais payée par Entrepreneur First, mais c'était quand même moins que ce que proposait Singapour. Ils proposaient à combien à Singapour? Singapour, du coup, c'était... donc j'étais à $120 par an, dollars singapouriens par an, hors prime. Et donc, Entrepreneur First, c'était 3 000 € par mois pendant 3 mois. Donc c'était à peu près 9 000 €. Donc c'est cool, je vais pas cracher dans la soupe, mais c'était pas le même niveau clairement. de revenus. C'était pas la même chose. Et donc, du coup, donc, je me suis posée déjà moi pour savoir exactement ce que je voulais. Est-ce que j'étais prête à franchir le pas de l'entrepreneuriat? Parce que, mine de rien, c'est un risque, c'est-à-dire qu'on va vers l'inconnu sur une compétence qu'on n'a jamais explorée avant. On ne sait pas avec qui on va le faire. Et donc, il y a quand même beaucoup de points d'interrogation. Et donc, je me suis posée, à l'époque, avec la personne avec qui j'étais en couple, avec mes parents également, en leur disant très clairement, je vais monter une boîte, je ne sais pas si ça va marcher, si ça ne marche pas, j'ai plus de revenus, donc je rentre à la maison, préparez-vous à me voir, ça ne marche pas. Et en fait, l'un dans l'autre, pour moi, l'entrepreneuriat, c'était le meilleur investissement que je pouvais faire pour mon avenir. Dans le sens où, même si ça ne marchait pas, je savais que ça me permettrait d'apprendre beaucoup plus sur moi, beaucoup plus sur mes capacités, et d'explorer vraiment un nouveau domaine et m'ouvrir des possibilités. Donc j'ai fait le choix de renoncer à Singapour, mais pour me laisser l'opportunité de grandir via l'entrepreneuriat. Du coup, c'est vraiment, oui, c'est quelque chose de très personnel au fond, c'est une recherche de soi qui t'a poussé à dire non à une super opportunité, super bien payée, dans un environnement de rêve, pour te lancer quelque part dans l'inconnu. Oui, après en soi, il y a aussi ce côté chez moi où j'aime beaucoup les challenges et j'aime sortir de ma zone de confort. En soi, travailler à l'étranger, je l'avais déjà fait puisque j'avais travaillé en Thaïlande avant. Donc, j'avais littéralement débarqué en Thaïlande sans parler thaï, dans une boîte thaïlandaise, il n'y avait personne qui parlait anglais. Donc toi, j'avais dû apprendre le thaï sur le tard. Et tu vois, j'ai fait ça pendant plusieurs mois et je m'en étais tirée. Donc je savais que m'adapter à un environnement nouveau, je pouvais le faire. Je ne savais pas si j'étais capable d'entreprendre. Et donc du coup, il y avait vraiment ce défi aussi personnel de me dire, je me lance dans une nouvelle aventure, je vais grandir forcément, puisque pour moi, il n'y a pas d'échec dans l'absolu. Il n'y a que des manières différentes d'apprendre. Donc je savais que j'allais grandir dans tous les cas.
Et je voulais vraiment tester mes limites en fait. Ok. Je les teste encore, mes limites. Ouais, je pense que quand on entreprend, on teste tout le temps ses limites, on les repousse tout le temps. En permanence. Okay. Et du coup, voilà, donc tu as fait le choix d'entrepreneuriat, tu as intégré l'incubateur Entrepreneur First. À partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors du coup, Entrepreneur First, c'est... Comment dire, c'est une espèce de... Une machine à laver, littéralement, où tout va à toute vitesse. Parce que il faut bien se dire qu'on arrive, on ne connaît personne. On est 50 à ne pas se connaître. On a une journée, entre guillemets, de speed dating, où on parle avec tout le monde dans tous les sens, et c'est l'effervescence totale. Et en gros, on a une semaine pour se mettre en équipe pour la première fois. Donc, l'un dans l'autre, on a une semaine pour tester différentes relations, je mets des guillemets autour de ça, relations entrepreneuriales avec des personnes, tester des idées potentiellement, s'arrêter sur une idée et la développer. Donc la développer, ça veut dire creuser le marché, se poser la question du problème qu'on peut adresser, de comment est-ce qu'on veut avancer. Et utiliser tout ce temps où on travaille également pour se découvrir. Et donc c'est très intense comme process puisque ça demande une forme d'honnêteté la plus totale envers soi-même, envers les autres. Et ça, c'est pas du tout évident. C'est-à-dire, c'est pas évident de se dire, ok, ça je n'aime pas du tout et je vais le dire à l'autre. Et en fait, on peut faire l'erreur de ne pas être honnête au début, mais quand on se rend compte du temps que ça fait perdre, on se dit à la fin, il n'y a pas de problème, je vais droit au but et on avance beaucoup plus vite. Donc, on est obligé de se poser des questions dérangeantes tout le temps pour avancer rapidement sur soi-même, sur sa relation à l'autre, et une fois que la relation à l'autre est à peu près stable, sur le projet qu'on veut mener. Est-ce que c'est vraiment le bon problème que je vais adresser? Est-ce que je me fais des idées? Est-ce que j'ai un biais parce que je travaillais là-dedans avant? Est-ce que c'est un problème que d'autres personnes rencontrent, etc. Et une fois qu'on a répondu à cette question-là, c'est ensuite se dire comment est-ce que je peux résoudre le problème. Donc là, commencer à chercher des manières originales, innovantes d'apporter une réponse au problème, et être sûr que personne d'autre ne le fait, ou très peu de personnes. Parce que Entrepreneur First est vraiment là pour financer des idées deep tech, innovantes, porteuses, innovations, etc. et qui répondent à un problème mondial. Donc on a beaucoup de cases à cocher. Et c'est en ça que je dis que c'est une machine à laver. C'est-à-dire que, un, tout va très vite, et deux, on est dans un cadre bien précis. C'est-à-dire qu'il y a plein de manières différentes d'entreprendre. Et celle d'Entrepreneur First est bien précise. C'est des startups qui ont vocation à devenir des licornes mondiales à la fin. Même si on sait que tout le monde ne le fera pas, mais il faudrait bien se dire que le marché qu'on adresse doit faire au moins 100 millions de dollars en termes de chiffre d'affaires potentiel. Donc voilà, donc c'est un mindset très précis. Donc du coup, il y a eu plusieurs phases. Il y a une première phase que je qualifierais un peu d'honnêteté radicale, entre guillemets. Mais comment il vous a... Enfin, c'est un cheminement qui est personnel ou il vous amène à ça, il vous guide un peu sur ça, sans peut-être vraiment vous le dire? Alors en fait, oui, on est quand même guidé, puisque comme c'est un processus intense, on n'est pas livré à nous-mêmes. Chaque semaine, une fois qu'on est en équipe, on est suivi. On a 2 rendez-vous par semaine avec un mentor par équipe. On a un rendez-vous individuel par semaine pour être sûr que mentalement tout va bien, on tient la route, etc. Si jamais il y a des choses qu'on n'ose pas dire à l'autre, enfin à son partenaire, qui est entre guillemets un intermédiaire qui fasse le relais. Et en plus, on a une session collective où on voit un aspect théorique. Donc par exemple, la première semaine, ça va être comment sélectionner un cofondateur, puis comment définir un problème, puis comment évaluer son marché, etc. Donc on a quand même des éléments théoriques pour nous guider. Donc l'un dans l'autre, on n'est jamais totalement lâché dans la nature. On va être guidé à la fois à l'échelle personnelle, est-ce que je vais bien, etc. À l'échelle de l'équipe, est-ce que l'équipe c'est le bon binôme, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut être mieux pour nous, etc. Et à l'échelle théorique, c'est comment est-ce qu'on monte une boîte, quelles sont les bonnes questions à se poser, comment se les poser et où chercher les réponses. Et du coup, sur la partie recherche de problématiques et tout, il vous accompagne et tout. Après, je sais que dans les critères de sélection, il y avait au moins un minimum intérêt pour l'entrepreneuriat. Donc, est-ce que c'est des gens qui se sont déjà un peu imprégnés de comment on cherche une problématique pour entreprendre ou... Non, pas du tout. C'est-à-dire, quand on dit intérêt pour l'entrepreneuriat, c'est je veux entreprendre. Ça ne veut pas dire j'ai déjà entrepris ou j'ai déjà bossé en start-up. Non, c'est je veux entreprendre. Je pense que je peux avoir une idée. Littéralement, c'est ça. On ne va pas beaucoup plus loin que ça. Et n'empêche, il y a plein de gens qui ne franchissent pas le pas. Donc, c'est pour te dire que l'entrepreneuriat n'est pas intuitif pour tout le monde. Donc ça, c'est déjà un gros filtre d'entrée. Et pour ce qui est de la recherche de la problématique, non, il ne nous aide pas pour ça. Donc ça, c'est très clair dès le départ, c'est
ta boîte, c'est ton bébé. Si toi, tu n'es pas convaincu du problème, personne ne le sera à ta place. Donc, c'est à toi d'être convaincu qu'il y a un vrai problème, que ça vaut le coup de le résoudre et que les gens sont prêts à payer pour ça. Parce que, par exemple, tu as bossé dans le domaine avant et tu t'es rendu compte toi-même qu'il y avait un manque. Parce que tu sais que tu as une technologie de pointe et que tu peux répondre à un problème de manière tellement innovante, tellement forte que personne d'autre ne pourra te copier. Mais ça doit vraiment venir de toi, le choix du problème. Après, ils vont te guider sur challenger le marché, challenger la recherche client, challenger la proposition de valeur, etc. Ok. Et attends, je regarde mes petites notes. Et du coup, ce que j'essaie de comprendre, c'est vraiment comment ça se passe, cet effet d'accélération. Alors là, tu m'expliques que au début, l'entonnoir, il est bien ouvert, que c'est juste des gens qui ont juste un intérêt pour l'entrepreneuriat. Ouais. Vous n'êtes pas forcément à trouver une problématique. Mais à partir de quel moment tu as senti qu'il y avait vraiment cet effet accélérateur et tout? Ça vient d'où en fait? Après, on va dire que c'est un jeu. C'est un jeu qui est scénarisé. On va pas se mentir, un peu comme la télé-réalité. Au départ, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Limite, on aurait pu vous filmer et tout. Ouais, franchement, c'était ça. C'était le loft version entrepreneur. Non, mais parce qu'au début, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Il faut accueillir les gens, il faut les mettre en confiance, il faut que l'ego de chacun puisse monter. Ouais. Puis après, on te met la pression pour que tu donnes tout. Un peu comme en prépa. Ça m'a vraiment rappelé la prépa dans le sens où, oui, vous êtes très bien, vous êtes un peu l'élite, etc. Et une fois que tu es rentré dedans, que les portes sont refermées derrière toi, là on t'écrase, là on te presse, mais il faut produire plus, il faut donner plus, etc. Ce qui en soi, c'est le jeu. On a signé pour ça, on en était conscient, parce qu'au bout de 3 mois d'Entrepreneur First, ta boîte a évolué comme si tu y avais passé 1 an et demi en dehors d'Entrepreneur First. C'est-à-dire que ça a vraiment un effet d'accélération, parce que le process, il est rodé, qu'on t'impose des échéances, et que si tu n'es pas prêt, tu sors en fait. C'est-à-dire que tu as 8 semaines pour monter une équipe, pour avoir un business plan. Et au bout de 8 semaines, si tu ne l'as pas, tu sors du programme. Okay. On est vraiment sur le modèle télé-réalité. Ouais, c'est ça. Non, faut faire tes preuves. Faut vraiment faire tes preuves. C'est la réunification de Koh-Lanta. Claire, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Une fois que tu as fait tes preuves, ta première preuve, après tu as 4 semaines encore pour trouver une manière de rentabiliser ton business. Okay. Donc il faut que tu aies démarché les clients, fasses rentrer du chiffre d'affaires ou avoir des lettres d'intention. Et si tu ne le fais pas, tu sors. Okay. Et après ça, tu vois, tu passes le comité d'investissement et là tu pitches. Donc tu as en gros 30 minutes pour pitcher, répondre à leurs questions, etc. Et là encore, il y a une sélection qui se fait. Soit l'idée elle est vraiment bien, etc. On te finance 100 000 euros. Soit c'est moyen. Tu sors. Donc en fait, il y a un écrémage progressif parce que le Entrepreneur First, c'est pas des mécènes qui donnent de l'argent à Talarigo. Voilà, c'est un fonds d'investissement qui se dit, disons, j'ai 1 million d'euros à investir cette année, je vais mettre 100 000 euros un peu à droite, à gauche, et je vais choisir les meilleures boîtes, les boîtes qui ont le meilleur potentiel, et à partir de là, je vais maximiser mon retour sur investissement. Okay. Donc ils ont tout intérêt à écrémer tous les gens qui ne rentrent pas dans leurs critères, avec plein de guillemets, de start-up à succès. Ok. Tu vois. Okay. Et du coup, à partir de là, on va accélérer un peu. Du coup, à partir de là, c'était quoi ton premier projet, du coup? Durant ma première cohorte d'Entrepreneur First, j'ai eu 3 projets en tout. Le premier, c'était sur l'automatisation de l'agriculture verticale. En gros, on s'est dit, les centres de production de nourriture sont trop éloignés des lieux de consommation. On va ramener l'agriculture en ville, donc utiliser avec le maximum de rendement les toits des immeubles, avec une agriculture verticale hors sol, automatisée grâce à la robotique. Et tu sais quoi, c'est quelque chose que, à chaque fois que je vais faire un point-à-pitre, je me dis, mais on devrait faire ça en fait. Oui, mais ça coûte beaucoup d'argent. Ouais. Il faut quand même des compétences, mais je pense qu'il y a un vrai avenir dans le sujet. Okay. Le marché est là, il devient mature. Quand tu regardes le Canada investit des milliards dans le domaine et ça commence vraiment à porter ses fruits. Okay. Et en soi, l'idée est très bonne, j'en reste convaincue. Simplement, la personne avec qui j'étais, c'était pas son kiff, l'agriculture. Moi, c'était pas mon domaine, donc en fait, on n'avait pas d'avantage compétitif sur la compréhension du métier. Ouais. Donc au bout de 3-4 jours, on s'est dit, c'est une bonne idée, mais c'est pas pour nous en fait, donc on a mis de côté. Ensuite, deuxième idée, c'était la création d'un assistant médical pour les patients de manière générale atteints de maladies longues.
Donc on a voulu commencer par les femmes qui avaient des difficultés à procréer, qui avaient recours à la PMA. Et l'idée, c'est de pouvoir leur automatiser un assistant d'accompagnement psychologique, physiologique, etc. Pour passer finalement toute cette période qui était très compliquée et très intense émotionnellement. Et j'étais en équipe avec une femme qui était justement passée par ce process de PMA et qui mettait beaucoup d'affect et qui a déjà commencé à réfléchir au projet. Et finalement, on est resté 4 semaines ensemble quasiment. Et c'est très intéressant, mais c'était pas mon projet, c'était le sien. Et moi, j'étais un peu plus une exécutante dans le domaine que réellement une partie prenante, enfin une fondatrice. Vous n'avez pas de vision partagée, quoi. Exactement. Et du coup, on n'arrivait pas à converger sur où on voulait être dans 4 ans, 5 ans, 10 ans, etc. Donc on s'est séparés, donc on est resté en contact, donc tout va bien, mais juste, c'était pas la bonne équipe. Et le 3e projet que j'ai entamé, et que j'ai présenté du coup au comité de sélection à la fin, c'était un projet de réduction des erreurs médicamenteuses grâce à l'intelligence artificielle. Donc en gros, quand un médecin fait une prescription, la prescription doit être relue par le pharmacien pour vérifier que tout est en ordre, et seulement après avoir relu la prescription, le pharmacien délivre les médicaments pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur médicamenteuse, qu'il n'y a pas de surdosage, contre-indication, etc. Sauf que, bien souvent, le nombre de pharmaciens est bien inférieur au nombre de médecins. Les pharmaciens sont débordés, donc ils ne peuvent pas tout revoir dans les prescriptions. Et grosso modo, un patient sur 10 dans le monde est victime d'une erreur médicamenteuse. Et sur ces patients-là, 1 sur 10 va en mourir, par exemple. Donc ça a de gros impacts sur la population. Et on s'était dit, du coup, avec mon cofondateur de l'époque, qu'on voulait attaquer un marché où il y avait une forte numérisation des dossiers médicaux, mais un faible nombre de pharmaciens. Et le pays qui répondait au mieux à ces 2 critères, c'était le Kenya. Donc du coup, on est parti au Kenya pour pouvoir travailler avec les hôpitaux là-bas, commencer à récolter quelques données et pouvoir prouver qu'avec de l'intelligence artificielle, donc des algorithmes bien spécifiques, on pouvait automatiser la revue pharmaceutique des prescriptions faites par les médecins et du coup réduire les erreurs médicamenteuses. Donc voilà. Et du coup, alors, juste une petite question de curiosité. Comment vous êtes entré en contact avec l'écosystème médical au Kenya? C'est pas via l'intermédiaire de l'incubateur ou c'est vous-même? Absolument pas. C'est-à-dire que l'incubateur n'est pas là pour t'aider à avoir du business ou quoi que ce soit. Tu te débrouilles. Et en fait, on s'est dit, alors, le Kenya, c'est le meilleur terrain. Ok. On connaît des gens au Kenya? Mon cofondateur connaissait une personne. Une personne qui bossait au niveau du CDC, donc c'est le Center of Disease Control du Kenya. Donc on s'est dit, on va au Kenya. Ok, donc on était samedi qu'on s'est dit ça. Le mardi, on était dans l'avion. On est arrivé au Kenya le mercredi. Et en fait, le gars, donc, son ami qui était au CDC nous a accueillis. Il nous a dit, présentez-moi le projet et je vais voir si je peux vous présenter des gens qui sont intéressants. Et en fait, grâce à lui, on a rencontré des gens, littéralement dans tout le Kenya, pendant les 15 jours qui ont suivi. Donc on a parcouru tout le Kenya, on a créé 3 collaborations avec des hôpitaux de 3 counties différents. On a rencontré des experts en cancérologie, on a rencontré des experts en paludisme, etc. Et donc, c'était vraiment génial comme expérience, puisque moi je ne connaissais pas du tout le Kenya. Je pensais que ça allait être très compliqué de rentrer, de faire comprendre ce qu'on voulait faire. En fait, pas du tout. Ils avaient déjà la problématique, en fait. Mais ils avaient la problématique, ils voyaient ce qu'on voulait faire. La régulation en termes de données médicales est différente au Kenya, donc on pouvait, même à titre de start-up, monter des partenariats avec eux, en leur garantissant que les données ne sortaient pas, etc. Mais il n'empêche qu'on a pu avancer, créer des partenariats et repartir du Kenya 2 semaines plus tard avec 3 contrats signés, des données en poche, et on était prêt à commencer les algorithmes. Ok. Non, mais je trouve ça vraiment impressionnant. Je me demande à quel point ce modèle-là, c'est répétable en fait, parce que c'est très rapide et tout. Même je me dis, en termes de pitch aussi, il fallait avoir un truc qui tienne la route, quoi. En fait, le truc, c'est que le modèle, il est répétable à partir du moment où tu acceptes que, en fait, tu commences un marathon par un sprint, en fait. Parce que monter une boîte, c'est un marathon. Tu sais que ça prend du temps, des années pour être rentable, etc. La plupart du temps. Mais tu es obligé d'avoir ce sprint extrêmement intense au début. Et en fait, moi, j'étais vraiment repartie en mode prépa
où je dormais 4 heures par nuit, à tout casser. Ok, j'avais des micro-siestes, des power naps en milieu de journée, mais c'était pas grand-chose. Les power naps, c'est la vie. Tu prêches, je suis convaincue. Mais tu sais que ça va être sans concession, donc tu n'as pas le temps de te reposer sur tes lauriers. C'est-à-dire que je te dis, samedi, on se dit le Kenya, c'est le meilleur marché. On achète les billets le dimanche, on part le mardi, on a une journée le lundi pour préparer le voyage, voir qui on aimerait rencontrer, préparer le pitch, avoir ce qu'on appelle une executive summary, et que tous les documents soient prêts. Donc on avait 24 heures, on l'a fait, on n'a pas dormi, et c'est comme ça. En fait, c'est le jeu à jouer. On savait que on avait une première étape à passer qui était de se dire, il faut qu'on arrive à convaincre le comité d'investissement pour aller plus loin. Et on a tout donné pour atteindre ce niveau-là. C'était un peu ride or die, quoi. C'est ça. Et du coup, t'as tendance à tout donner. Mais c'est ça, mais tu vois, je te disais ça la dernière fois, c'était en mode acquis au machin, là, tu avances, et tu ne t'arrêtes pas. Si tu marches, tu te fais piétiner, et c'est ça en fait. Et du coup, voilà, vous êtes allé au Kenya, ça a marché, ça a enchaîné, vous avez validé l'intérêt du marché, les premiers clients. Qu'est-ce qui s'est passé après? Après, là, quand on est arrivé au Kenya, on arrivait du coup à la fin des 8 semaines d'Entrepreneur First, où il faut avoir une équipe définitive pour aller plus loin. Sauf que pendant qu'on était au Kenya, les premiers problèmes avec mon cofondateur sont vraiment devenus évidents, tu vois, dans le sens où j'étais tellement enthousiaste à l'idée de me remonter une équipe, j'étais tellement enthousiaste à l'idée de monter un projet sur cette problématique-là, que cette phase de vérité, harsh truth du début, on l'a pas eu. On n'était pas aligné sur, on n'était pas aligné sur nos valeurs, on n'était pas aligné sur l'énergie qu'on voulait mettre dans le projet, et je me rendais bien compte que plus le temps passait, plus l'effort que je mettais dans le projet était différent de l'effort que lui, il y mettait. Je n'arrivais pas à mettre les mots dessus au début, et je n'osais pas lui en parler non plus, parce que je me suis dit, peut-être qu'il y a un truc privé, peut-être que ça vient de moi, ou tu te poses plein de questions. À l'époque, j'étais très naïve en me disant, oui, mais en fait, il faut être conciliant, chacun a ses problèmes, etc. Et même si j'ai un peu changé entre-temps, mais j'étais dans cette mentalité-là au début, et je ne voulais pas, ou je n'osais pas en tout cas, le mettre face à ses contradictions ou à son manque d'implication. Sauf qu'au Kenya, ça a pété. On s'est dit, concrètement, là, on est à littéralement 24 heures de la date limite. Qu'est-ce qu'on fait? On continue, on s'arrête, parce qu'on est quand même au Kenya. Est-ce qu'on casse l'équipe maintenant, et on se dit qu'on arrête, ou est-ce qu'on continue? Personnellement, moi, je n'avais pas envie d'abandonner. Je voyais ça comme un abandon, de se dire, à 24 heures de la date limite, tu t'arrêtes. Moi, je voulais qu'on continue. On s'est quand même séparés, parce que c'était vraiment comme une histoire de couple. C'est ton dernier avertissement. Non, mais ok, je te laisse encore une chance. C'était vraiment ça, tu vois, c'était les déchirements de couple. C'est terrible l'entrepreneuriat. Tu revis ta vie de couple, même via l'entrepreneuriat. C'est terrible. Et pour avoir une expérience sensiblement pareille, je comprends, parce que faut de l'alignement de vision. C'est surtout ça, c'est le plus important. Mais du coup, ça a pété, comme tu l'as dit. Et qu'est-ce que tu tires de cette phase-là? Parce que t'as continué après. Et comment t'as pu... quel retour d'expérience, justement, tu as eu? Tu t'es fait pour... Seulement, j'avais encore le nez dans le guidon, puisqu'en fait, on s'est remis en équipe. Et on a continué Entrepreneur First. Donc on est revenu du Kenya, on a continué à être en équipe. Et la prochaine échéance, c'était 4 semaines plus tard, passer devant le comité d'investissement. Et en fait, je continuais à voir que mon investissement, en termes de temps, d'énergie, était bien supérieur au sien. Il y a des trucs tout simples. On passe devant un comité d'investissement, il faut préparer un pitch. Il y a des questions à peu près sûres qu'on va nous poser, tu vois. On les prépare, on fournit nos arguments, on a des informations chiffrées, etc. Et chacun se répartit le travail. Donc on s'est réparti le travail, j'ai fait ma partie, il n'a jamais fait la sienne. Ou alors il la faisait, mais par-dessus la jambe, donc du coup je devais repasser derrière. J'avais vraiment ce sentiment de, en fait, être seule à monter la boîte. Et je me suis dit, c'est pas grave, peut-être que ça viendra avec le temps. Et à chaque fois, je trouvais des excuses à son manque de compétences, à son manque d'investissement. Ce qui, avec le recul, était totalement injustifié de ma part et que je ne referai jamais comme erreur, à titre personnel ou professionnel. Non, mais on est d'accord. Ça, j'ai énormément appris de ça. Et du coup, on est arrivé
Donc le jour J, face au comité d'investissement, donc effectivement moi j'ai fait le pitch en tant que CEO, donc j'ai présenté la boîte, et lui était le CTO, donc il devait présenter la partie technique, la solution technique, et expliquer en quoi on était novateur, en quoi on apportait quelque chose de nouveau. Sauf qu'au moment de prendre la parole, il m'a regardé, il m'a dit non, je ne parlerai pas. Mais face au jury, tu vois. Ouais. Et moi j'étais profondément choquée, et sur le coup je n'ai pas du tout compris ce qu'il m'a dit, parce qu'il me dit non. Et je lui dis mais comment ça non ? Non, je ne veux pas parler. Mais il y a des gens en face de nous. Tu dois rends compte. Et donc, du coup, c'est le moment, what the fuck. Et donc, du coup, j'ai pris le relais. Mais forcément, quand tu es investisseur, dans une start-up early stage, tu investis dans l'équipe. Si l'équipe est bancale, il n'y a aucune chance que tu investisses. Donc, forcément, on s'est planté. Forcément, on n'a pas eu l'investissement. Ce qui est pour le mieux, d'ailleurs, parce que dans tous les cas, je n'aurais pas aimé travailler avec lui. Mais le fait d'avoir voulu pousser jusqu'au bout, ça m'a bien montré que, 1, j'avais un instinct, 2, qu'il était totalement fonctionnel, et 3, que je devais l'écouter. Exact. Parce qu'en soi, on a des gut feelings des fois, et on se dit non, mais non, c'est juste une impression, mais c'est pas justifié. Non, si j'ai une impression, maintenant je la creuse systématiquement, jusqu'à me prouver de manière objective que mon impression était fausse. Sinon, je lui fais confiance. Parce que j'ai vraiment passé énormément de temps et d'énergie dans cette boîte, ça m'a coûté émotionnellement. Et j'ai eu un fort sentiment d'injustice à la fin, parce que je me suis dit, attends, j'ai donné tout ça, j'ai investi tout ça, et en fait, lui, il a rien mis. Et c'est moi qui en ressors blessée. Je dis une relation de couple, hein. C'est vraiment ça. Je comprends totalement. Et c'est moi qui en ressors blessée. Et donc, j'étais vraiment abattue à la fin. Et ce qui m'a permis de rebondir rapidement, c'est que, en fait, j'en ai reparlé après avec l'équipe d'Entrepreneurs First. Ils m'ont dit, on a bien capté que vous n'étiez pas du tout le bon binôme, que tu avais tout donné, etc. Et on a beaucoup aimé ta mentalité, ton énergie, et donc on veut que tu reviennes. Et donc dans la foulée, j'ai repris un batch, dans la foulée. Je me suis pris un mois de pause quand même, laissez-moi tranquille, voilà. J'ai besoin de me ressourcer, tout ça. Mais dans la foulée, effectivement, j'ai repris un deuxième batch d'Entrepreneurs First. Et là, je peux te dire que je n'ai pas du tout refait les mêmes erreurs. C'est-à-dire que dans leur mentalité de faire des erreurs, beaucoup d'erreurs très vite, moi j'ai accumulé un maximum de conneries pendant les premiers mois d'Entrepreneur First. Et ça m'a énormément fait grandir. J'en ai énormément appris sur moi, sur ma capacité justement à avoir une bonne intuition, à rencontrer des gens, à me dépasser, etc. Et j'ai mis tout ça en œuvre pour la deuxième cohorte par la suite. Ouais, donc, c'était un retour d'expérience qui est devenu plus-value pour ton second batch. Comme exactement. Et du coup, c'était quoi ce second batch? Comment ça s'est passé? Le second batch, sur le principe, c'est le même que le premier. Ça n'a pas beaucoup changé. Donc toujours une cohorte de 50 personnes, sauf que là, moi je suis arrivée préparée. Donc j'ai fait la liste de tous les gens qui avaient dans la cohorte, et un par un je les ai screenés, leur LinkedIn, leur fait tout. J'ai stocké tous les gens. Je me suis dit attends, avec qui je pourrais potentiellement travailler et avec qui je ne pourrais pas travailler. Et sur les 49 autres personnes de la cohorte, il y en a 2 que j'ai retenues. Dont un qui est mon cofondateur actuel en fait. Et les 2 je les ai rencontrés le premier jour, j'ai passé une demi-journée avec eux chacun. Et à la fin de la première journée, j'avais mon cofondateur. Et c'était la bonne personne. Et tu le savais au fond de toi? Au fond de moi, dans le sens où, en fait, j'étais tellement à l'affût de tout ce qui pouvait ne pas aller. Genre, j'ai vraiment poussé, cherché la petite bête partout, c'est de voir ce qui ne pouvait causer des problèmes plus tard, etc. Et en fait, il n'y avait rien. Il n'y avait aucun signal d'alarme. Je me suis dit, c'est la bonne personne. Parce qu'on match sur le problème qu'on veut aborder. Je veux dire, on a une vision de problème commun, ce qui est déjà assez rare, et en plus, humainement, ça a l'air de fonctionner. Donc pour confirmer mon intuition, forcément, après, on s'est fait une autre matinée où on s'est déballé toutes nos vérités, dans le sens où voici comment je suis, voici mes contraintes, voici combien je suis prêt à vendre la boîte, voici combien de temps je peux y accorder, voilà. Tout ce qui pouvait potentiellement être sujet de dispute, de discussion, de mésentente, etc. dans le futur, on l'a abordé le premier jour de la boîte, dans le sens où on savait qu'on pouvait en parler de manière sereine, calme. Et donc même si par la suite on a dû rediscuter les termes des accords, tu vois, parce que mon cofondateur a 2 enfants, à l'époque il y en avait un qui avait même pas 3 mois, tu vois. Donc même si par la suite on a dû rediscuter les modalités de travail, etc. Mais on savait, parce qu'on avait fait le premier jour de la boîte, qu'on pouvait le faire en toute sécurité. Et que c'était pas du tout l'objet de prise de tête, de crise de nerfs, ou autre, que c'était vraiment un environnement sain et serein. Je pense que c'est ce que...
c'est partir sur de bonnes bases, en fait, des bases saines. Et je pense que, comme tu le disais, ça rappelle les relations, que ça soit une relation amoureuse ou amicale, peu importe. Ouais. Je pense que c'est vraiment important de faire comprendre à la personne qui tu es, comment tu fonctionnes, et lui dire, enfin, essayer d'établir des bases saines en disant les choses, en explicitant les choses, parce que des fois, il y a des choses que tu as l'impression que c'est un acquis pour tout le monde, alors que tout le monde ne fonctionne pas forcément comme toi. Et ça ne veut pas dire que la personne qui est en face de toi est mauvaise, c'est juste qu'elle a un mode de fonctionnement différent. Il faut voir si tu peux faire avec ou pas, en fait. Ouais. Et c'est en ça que cette phase de vérité absolue, elle est importante, mais elle est importante pour soi et pour l'autre. Et franchement, que ce soit en termes d'entrepreneuriat ou de développement personnel, c'est vraiment le truc sur lequel j'ai le plus grandi. C'est-à-dire que je me dis, aujourd'hui, si je ne dis pas la vérité, directement, enfin, si je ne suis pas honnête par rapport aux autres, ça va me ronger de l'intérieur, je vais passer du temps, de l'énergie, or mon temps est précieux et mon énergie est précieuse. Donc on a tous intérêt à ce que je sois honnête. Tu vois, ça fait gagner du temps et de l'énergie à tout le monde. Et ça, je me l'applique dans l'entrepreneuriat, où je suis très, très claire sur mon temps, mes disponibilités, ce que j'apprécie ou pas. Et je m'applique également à la vie privée et ça marche très bien au final. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris et que je regarde précieusement. Ok. Là, t'as enfin trouvé le bon co-founder avec des bases saines et tout. C'est quoi la suite de l'histoire? On est reparti pour la même aventure. Donc, quel est le problème qu'on veut résoudre? Pourquoi est-ce que c'est un problème qui est important? À qui on s'adresse? Est-ce qu'ils ont envie de payer pour la solution? Et donc tout ça, on s'est posé toutes ces questions-là pendant les 6 premières semaines de l'entreprise, où alors, le problème c'était typiquement, aujourd'hui les codes informatiques sont vieillissants, sont de plus en plus complexes, et les développeurs de manière générale perdent énormément de temps à rentrer dans le code, à le maintenir, à le faire évoluer. Et on pense, ça c'est l'hypothèse de départ, on pense qu'on peut leur faire gagner du temps grâce à une approche basée sur de l'IA. Donc nous, on a été voir les développeurs, on a été voir les CTO, les lead tech, donc CTO, les chefs techniques des entreprises, les lead tech, pour leur poser la question. Aujourd'hui, est-ce que vous perdez du temps avec des codes complexes? Comment est-ce que vous faites pour l'aborder, etc. On a interviewé quasiment 200 personnes pendant les 2-3 premières semaines. Pour vraiment avoir du volume et se dire, ok, on a une intuition. C'est très bien d'avoir une intuition, c'est un bon point de départ. Mais une intuition ne fait pas une boîte. Il faut que tu ailles au-delà de ton intuition et que tu valides tes hypothèses avec le terrain, avec des données chiffrées, etc. Donc on a vraiment interviewé du volume de personnes pour se dire, ok, là on avait un problème très large, très flou au début. Et avec les entretiens, on arrive à raffiner. On se rend compte qu'il y a peut-être 4-5 sujets qui ressortent régulièrement. La documentation, le code qui est complexe, les choses comme ça, les tests, etc. Et alors, juste une petite pause, comment vous avez réussi à faire une centaine d'interviews en 2 semaines à 2? En fait, on a automatisé énormément de choses. C'est-à-dire que pour la prospection, on l'a entièrement automatisé via LinkedIn. Donc on envoyait des mails automatiques avec des bots qui tournaient toute la nuit, toute la journée, tout le temps. Là, j'ai un réseau LinkedIn de mails parce que je voyais des notifications, des invitations, des messages dans tous les sens de manière automatique. Et après, on enchaînait les coups de fil. C'est-à-dire que moi, j'enchaînais peut-être jusqu'à 10 coups de fil par jour. Donc je disais aux gens, je vous prends entre 15 et 20 minutes, pas plus. Et je tenais mon créneau et j'enchaînais toute la journée. Je pouvais faire le matin 5 interviews, 4-5 l'après-midi. Et comme ça, j'enchaînais et j'écrivais toutes les réponses. J'avais de la donnée chiffrée et qualitative. Et pareil pour Choubadip, mon cofondateur du coup. Donc moi je faisais la partie française, lui la partie anglaise parce qu'il est anglophone. Donc on se répartissait un peu comme ça les interviews dans la journée. Donc du coup ça vous a permis d'asseoir un peu, de préciser votre problématique, les sujets, les pains en fait. Ouais, exactement. Et du coup, c'est quoi la suite? Alors une fois qu'on a les pains, on se dit, il y en a plusieurs, on ne va pas tout traiter de front. Donc une deuxième vague, on demande aux gens de prioriser un petit peu. Et là, on se rend compte que le premier problème qui ressort, il y a 2 problèmes qui ressortaient à peu près à égalité. C'était le manque de documentation dans le code et la complexité du code. C'est-à-dire qu'un code, c'est une espèce de gros plat de spaghettis qui va dans tous les sens. Et on ne sait pas par quel bout le prendre pour commencer à rentrer dedans, à le modifier. Donc nous, on a fait le choix de traiter la deuxième problématique. Donc là, on s'est dit, quel type de solution innovante on peut apporter. Donc aujourd'hui, si tu veux aborder un code, il faut que tu le lises ligne par ligne. Est-ce qu'on peut y apporter une autre réponse, une réponse graphique? Parce que typiquement, l'œil humain va beaucoup mieux comprendre un graphique, que des lignes de code qui sont entremêlées.
Donc on s'est dit, on va peut-être creuser là-dedans. Donc on a fait ce qu'on appelle des wireframes, donc des... je perds mes mots en français. Des maquettes. Des maquettes, Ouais. merci. Donc on a fait des maquettes de ce qu'on avait en tête. Et on les a soumises à différents développeurs pour évaluer leurs réactions, voir si c'était utile ou pas. Ok. Et globalement, on avait ce qu'on appelle le NPS, donc un score de promotion, un score d'adoption qui était supérieur à 7. On s'est dit, si c'est supérieur à 7, c'est qu'il y a un problème qui existe et notre solution, dans l'un dans l'autre, elle peut être adoptée par les développeurs. Ok. Alors, t'as dit wireframe, Ouais. pas POC ou pas MVP, vraiment Ah non, wireframe. des dessins. Ok. Ouais, c'est-à-dire, quand je parle de maquette, moi je fais des dessins sur Figma ou... Ok. Même, franchement, mes premiers dessins, c'est sur PowerPoint. Donc, cherche pas. Moi, j'ai passé une après-midi à faire des carrés dans tous les sens sur PowerPoint. Et ça marche très bien. On veut juste avoir un brouillon très, très premier Très degré, light, très light, de ce que ça peut donner. Ok. Et évaluer ça avec des retours qualitatifs de la part de potentiels utilisateurs. Une fois qu'on avait idée qu'il y avait une traction, donc une envie d'avoir cette solution, il fallait valider que les gens étaient prêts à payer. Donc aujourd'hui, comment est-ce que vous dépensez pour maintenir le code, pour le rendre plus clair, etc. Et je me rappelle, pareil, on a interviewé principalement des CTO pour évaluer le budget qu'ils mettaient sur le sujet aujourd'hui, en se disant que si nous, on apportait une solution, on pouvait leur faire économiser cet argent-là. Donc on s'est dit, ok, donc c'est un problème qui existe, qui est validé par les développeurs et sur lequel les CTO mettent de l'argent. Bon, ça a l'air pas mal. On va commencer maintenant seulement à creuser la solution. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un code qui est représenté de manière graphique? Et là, on a commencé à rentrer dans le dur du sujet en se disant, ok, donc quel type d'IA on peut utiliser, comment se décompose un code, etc. etc. Et là, on est rentré dans la pratique et ça nous a pris le reste du temps, justement, pour pouvoir créer le MVP, le fameux MVP, Minimum Viable Product, où, en fait, on va répondre au problème le plus petit qui soit, avec les fonctionnalités minimales pour tester l'appétence du public à ça. Et donc, on a sorti un MVP au bout de 4 semaines, justement, juste avant le comité d'investissement, pour dire, mais ok, on a sorti une première solution, voici le nombre de personnes qui sont venues sur la plateforme pour la tester, voici les retours qu'on a eus. Donc, concrètement, notre problème a une solution qui est grosso modo validée par la population qu'on vise. Ok, alors du coup là tout de suite j'ai une question, c'est ça a été quoi votre MVP? Alors je l'ai déjà évoqué, on a déjà évoqué ce terme-là lors d'un épisode, mais le MVP c'est comme tu l'as dit, le Minimum Valuable Product, c'est le produit minimum qui puisse répondre aux problèmes qu'on a trouvés. Et du coup c'était quoi votre MVP? Alors nous on avait fait un MVP sur, on se dit on se prend un code qui fait une centaine de lignes par exemple en Python, et on le décompose sous forme de graphe où on peut naviguer de manière facile entre les classes et les méthodes qui sont des composants différents d'un code, typiquement. Donc c'était ça. On faisait ça que pour le Python et que pour les méthodes et les classes. On avait des flèches qui reliaient, qui permettaient de comprendre où étaient les variables dans les différentes classes et comment elles étaient appelées par les classes et les méthodes. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu de la data visualisation? Exactement, exactement. On prend un code qui est écrit, c'est comme si moi je vous résumais un texte, un livre avec des images. Donc, je prends Harry Potter et plutôt que de lire les 700 pages Harry Potter, je te fais un graphique de qui sont les personnages et quelles sont les interactions. C'est pareil, la même chose qu'on faisait avec le code. Ok, donc, cool. Voilà. Donc du coup, vous avez présenté MVP au comité d'investissement. Ça se passait comment à partir de là? Ça s'est passé très bien parce que concrètement aujourd'hui, donc, nous on intervient dans le monde du dev tool, des outils développeurs. Aujourd'hui, tout le monde dit software is eating the world. Donc, typiquement, on a du software, on a du logiciel partout. Et c'est vrai, il y a du code partout. Sauf que le code, il est écrit par des développeurs. Et donc, la population de développeurs dans le monde, elle explose aujourd'hui. Il était il y a même pas 5 millions il y a 5 ans. Il va passer à 30 millions d'ici 2023. Donc, ça explose. Sauf que c'est des gens qui apprennent souvent sur le tard, qui montent en compétence sur le tard et qui doivent gérer du code historique. Et donc, ils ont de vrais problèmes de prise en main de code qu'ils n'ont pas écrit eux-mêmes et de maintenance de code sur le temps, alors qu'il y a du turnover au niveau des équipes. Et donc, les développeurs changent tous les 2-3 ans en moyenne, tu vois, dans une boîte. Donc, il y a un vrai enjeu. Il y a un vrai enjeu mondial. Donc, là, on cochait déjà le premier critère du problème mondial pour Entrepreneur First. Alors, le marché des développeurs, il vaut plusieurs centaines de milliards d'euros. C'est un marché qui est énorme aujourd'hui. Donc là, on répondait largement aux critères du marché.
et la solution innovante, appliquer de l'intelligence artificielle pour... Parce qu'en fait, la vision globale, c'était de se dire, on va utiliser l'IA pour permettre aux développeurs de comprendre n'importe quel code de manière automatique, en commençant par la visualisation, mais après en appliquant ça à d'autres domaines, comme la documentation. Et cette approche-là, de dire on va utiliser l'IA pour aider à comprendre le code de manière automatique, aucune autre startup passée par Entrepreneur First ne l'avait fait avant. Et il y avait quelques groupes à l'échelle mondiale, comme Facebook ou Microsoft, qui travaillaient dessus. Mais c'était un domaine extrêmement nouveau dans le domaine de l'application de l'intelligence artificielle à l'époque. Et on remonte à 2019. On était vraiment aux prémices. C'est-à-dire, juste pour donner une idée, chaque année, les papiers de recherche qui sortent sur l'intelligence artificielle, il y en a à peu près entre 120 et 150 000. Il y en a, les papiers de recherche certifiés, il y a un volume énorme. Sur ce domaine-là en particulier, il y en avait eu 15. Pour te dire à quel point c'était un domaine... Minime. C'était minime, c'était vraiment une niche d'application. Et nous, on arrive en disant, en fait, nous, on peut le faire. On a une approche algorithmique qui est novatrice. On sait que ça va être un sujet d'avenir et qu'aujourd'hui, très peu d'acteurs sont présents sur le sujet. Et en plus, il y a des nouveautés dans le domaine des maths appliquées qui nous permettent d'apporter une réponse qui marche réellement sur ce problème-là. Donc, l'un dans l'autre, on a passé le comité d'investissement, on a eu nos 100 000 euros, notre première levée de fonds, et là on a vraiment pu se dédier à temps plein à la boîte, à la recherche et à la croissance. Donc du coup, pour résumer, vous êtes positionné sur un marché de niche avec une problématique ultra précise, avec des personnels identifiés, les CTO, les tech, développeurs, avec une proposition de valeur qui en gros qui limite les coûts et fait gagner du temps. Exact. Et avec un MVP qui était fonctionnel et qui a su convaincre des investisseurs. Alors fonctionnel, c'est un bien grand mot, ça reste un MVP, développé en 3 semaines. Donc il marchotait, tu vois, c'était clairement pas un produit final, mais c'était pas le but. On voulait montrer qu'en 3 semaines, on pouvait développer une première strate algorithmique qui rendait un service pas trop bancal, tu vois. Donc ça reste un MVP. Et du coup, vous avez chopé des investissements, vous avez développé ce MVP, du coup, comment ça s'est passé cette partie-là? Alors en fait, on a levé les 100 000 euros, donc c'est notre premier investissement, ce qu'on appelle le pré-seed, dans la chronologie de la levée de fonds. Et après, on a passé ce qu'on appelle le Demo Day, où justement j'ai pitché face à peu près 500-600 investisseurs mondiaux pour faire la deuxième levée de fonds. Pour passer en levée de seed. On cherchait à lever à l'époque 1,2 million, ce qui était pour nous le montant idéal pour être vraiment à temps plein pendant 2 ans de R&D, full-time sur le projet. Parce que c'est bien d'avoir de belles idées, mais il faut quand même construire tous les algorithmes qui vont derrière. Et ça demande du temps, de la donnée, de la recherche. Et la recherche ne marche pas toujours. On avait prévu en gros 24 mois pour se dire on va faire des test and try, on va peut-être se planter, on va devoir itérer, etc. Donc là, on a fait une première salle de levée de fonds. Je m'y suis dédiée pendant 4-5 mois, mais en fait, avec le recul, on s'est dit non, c'est trop tôt. On n'a pas une si bonne compréhension du marché que ça, parce qu'en fait, on avait fait en 2 mois la recherche marché, mais on aurait pu aller beaucoup plus loin dans la compréhension du problème, dans son raffinage. Qu'est-ce que vous avez identifié qui vous manquait? En fait, le MVP, c'était très bien comme première traction sur 1 ou 2 semaines, mais on s'est rendu compte avec le temps que ça ne prenait pas. C'est-à-dire que la base utilisateur ne grossissait pas et que les retours qualitatifs qui nous étaient faits étaient plutôt moyens. Donc on s'est dit, non mais, en fait, on dépense du temps, de l'énergie, de l'argent, également à développer ça, mais est-ce que c'est vraiment le bon problème qu'on résout, la bonne approche qu'on a? On a tout arrêté, on a fait un hands up, on s'est réunis tous ensemble, et on a discuté pendant 2-3 jours sur remettre en question les hypothèses du début qu'on avait faites, les décisions qu'on avait prises et revoir la stratégie. Et en fait, on s'est dit, qu'on a interviewé les développeurs, il y avait 2 problèmes qui ressortaient. Nous, on s'est focalisé sur le deuxième problème, alors que le premier, on ne l'a jamais exploré. C'était lequel? Le premier, c'était la documentation. Donc, le premier problème qui est sorti, c'est la documentation, mais on s'est dit à l'époque, ouais, mais ça demandait beaucoup de temps de recherche, on n'aura pas assez de temps de faire tout ça pour avoir un MVP, pour le comité d'investissement. Donc, on l'avait mis de côté pour des raisons stratégiques à l'époque. Mais en y revenant, on s'est dit, mais est-ce que c'était la bonne solution, la bonne décision à prendre? En fait, non, on n'avait pas d'argument pour dire qu'il fallait le mettre de côté. Donc, on est revenu sur cette décision-là. On a retesté cette hypothèse auprès du marché en disant, entre une visualisation graphique du code ou une documentation automatique, qu'est-ce qui vous intéresse? Parce qu'on sait qu'ils sont intéressés par les deux. Donc on leur a reposé la question pour prioriser les problèmes.
Ils nous ont dit, bah non, la documentation, c'est bien plus intéressant. Ok. Ah bah ok, bon, on fait ça. Voilà. En posant la question au marché, on s'est rendu compte qu'on s'était trompé de problème. Donc on est reparti de zéro, mais vraiment de zéro. Ouais. Tout ce qu'on avait, c'est-à-dire que moi j'ai passé du temps à démarcher des clients potentiels, à développer la stratégie produit. Et ça, en fait, on a dû faire le deuil de ça en se disant, c'est pas grave, on a fait un test, on a accumulé du savoir, etc. C'est très bien, mais là, c'est pas la meilleure utilisation de notre temps à cet instant-là. Ok. Donc on ferme ce chapitre-là. Peut-être qu'on va le réouvrir plus tard, mais pour le moment, il est fermé et on se dédie entièrement à une nouvelle tâche qui est comment documenter de manière automatique le code. Ok. Et c'est aujourd'hui ce que fait Codist depuis janvier 2020. Ok. Voilà. Ok. Et donc, depuis janvier 2020, on est vraiment full-time sur créer une stratégie algorithmique capable de traduire automatiquement n'importe quel code informatique en langage naturel. Donc, comme du Google Translate, qui te prend de l'anglais, qui le traduit en français, nous, tu nous donnes du Python, du Java, et on te le traduit en français ou en anglais. Ok. Tu vois. Et donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, et c'est sur ça qu'on a de l'attraction. Donc là, pareil, on est reparti sur la stratégie algorithmique. On a créé de nouveaux MVP en termes d'algorithmes. Et là où on plafonnait à 200-300 utilisateurs avec le premier MVP qu'on avait, en 5 mois, on a acquis plus de 50 000 utilisateurs, tu vois, sur le deuxième. Voilà. Ah ouais. Donc concrètement, le volume de données, le volume d'utilisation, pardon, la traction qu'on avait n'avait rien à voir. Et en voyant ce volume de traction qu'on avait, on s'est dit, ok, là, Il y a quelque chose. on a un bon problème à résoudre. Ok. Et en plus, la solution n'est pas trop mal parce qu'il y a des gens qui la téléchargent, tu vois. Donc on était plutôt contents. Ok. Quand vous avez commencé à avoir de l'attraction, c'était en 2020. On a commencé à avoir les chiffres de traction, les chiffres officiels en juillet 2020. C'est-à-dire que nous, on a fait une première sortie du produit en juin. C'est une toute première version très, très basique. Et après, on a fait un upgrade en septembre 2020. Et là, c'est là qu'on est vraiment passé sur de gros volumes, en passant de peut-être 5-6 000 personnes en juin à plus de 50 000 personnes en septembre. Ok. Et aujourd'hui, c'est quoi les cases qui manquent? Qu'est-ce qui vous manque? Alors aujourd'hui, on aimerait lever des fonds. Et donc on se dit, la prochaine étape, ça va être de lever des fonds, puisqu'on s'était arrêté la première fois, parce que c'était beaucoup trop tôt pour nous. Sauf que pour lever des fonds privés en tout cas, aujourd'hui les fonds d'investissement, donc les VC, les Venture Capital, sont friands de produits. Un produit fini. Nous on fait de la recherche. Ouais. C'est-à-dire il faut pouvoir convaincre les gens d'investir sur de la recherche. Alors oui, on a beaucoup de choses qu'on a acquises, qu'on a prouvé qu'on pouvait faire. Mais quand tu veux faire de la recherche, avoir un doctorat, c'est mieux. On n'a pas de doctorat aujourd'hui. On ne coche pas forcément les bonnes cases pour se positionner comme une start-up de recherche. Donc là, tout l'enjeu stratégique, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait, grâce à la première levée de fonds, les prix qu'on a gagnés, les bourses qu'on a eues, etc., pour étendre au maximum notre durée de vie et continuer à améliorer la tech jusqu'à arriver à avoir un produit packagé qu'on peut vendre à des entreprises. Okay. C'est la prochaine étape. Alors, effectivement, je me suis un peu renseigné sur le problème de croissance et de levée de fonds des deep tech, mais je me dis, vous positionnez sur un problème ultra quali, ultra précis. Le problème de la maintenance des codes et tout, c'est des problèmes de grosses boîtes, type BNP Paribas, des boîtes qui pèsent à l'échelle mondiale. Donc, forcément, si tu veux, les investissements, le financement, et là, il y a un prix à payer conséquent pour résoudre ce problème-là. Du coup, je suis un peu étonné que les fonds d'investissement ils voient pas cet aspect-là. Mais en fait, ce qui fait peur quand tu fais de la recherche, c'est, encore une fois, tu n'es jamais sûr du résultat que tu vas obtenir. Tu as des projets, tu as des hypothèses, mais tant que la recherche n'est pas finie, tu ne sais pas si ça va marcher ou pas. Okay. Donc, tu as un gros point d'interrogation sur l'issue. Donc, nous, on essaye de dérisquer. Nous, ce qu'on fait d'ailleurs, c'est qu'on dérisque au fur et à mesure du chemin. En se disant, on a l'hypothèse 1 qui est vérifiée, ok. L'hypothèse 2 vérifiée, ok. Donc, plus on avance, plus on est sûr qu'on va pouvoir y arriver. Mais ce n'est pas une certitude absolue. Tu vois. Okay. Ensuite, pour les grosses boîtes, oui, elles veulent une solution. Elles veulent une solution prête à l'emploi. Elles veulent pas de la R&D. Ouais. Elles veulent que tu arrives avec un logiciel qui va être le logiciel miracle et qui résout tout. Sauf que pour arriver au logiciel miracle, nous, de notre côté, il nous faut des données. Ouais. Il faut quoi comme données? Il faut du code. Ouais. Donc là, on a accès à du code public sur GitHub, par exemple, ou
GitLab, etc. On peut aspirer ce code-là. Mais si on veut encore passer au niveau supérieur et pouvoir répondre aux besoins spécifiques des entreprises, il faut qu'on ait accès à leur code également. Ouais. Donc là, c'est encore quel type de partenariat de confiance je monte avec ces grosses boîtes pour leur dire on est une petite boîte, mais on va avoir accès à tout votre code maison. Tu vois. Donc il y a quand même pas mal de barrières liées à la stratégie qu'il faut lever au fur et à mesure du chemin. Ouais, je comprends. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément sur un produit ou un service à 30, 50, 20, une centaine d'euros en max que tu vas co-construire avec des particuliers, entre guillemets, comme on peut le voir sur les autres startups. Il y a une vraie notion de risque, en fait, pour ces boîtes-là. Et l'autre truc que j'avais lu aussi, c'est que du côté des fonds d'investissement, c'est qu'il n'y a pas forcément de spécialistes ou de gens qui puissent comprendre vraiment ou capables d'apporter la vision au sein des venture capital pour entre guillemets plaider la cause des oui, c'est-à-dire que le profil des leveurs de fonds, des analystes, des VC de manière générale, c'est des gens qui sortent d'écoles de commerce. Donc, qui ont peut-être fait 2-3 cours sur qu'est-ce que c'est que le code, l'univers du numérique, du digital, mais c'est vraiment un vernis, mais à aucun moment, c'est des gens qui ont eu vraiment à mettre les mains dans le code, à coder. Ils ne connaissent pas le métier. Ils ne connaissent pas les métiers, ils ne connaissent pas les difficultés, ils ne connaissent pas les enjeux techniques, financiers associés à la gestion du code. Et effectivement, quand tu viens, que non seulement ils ne comprennent pas forcément bien les enjeux métiers, même si toi tu vulgarises, si tu n'as strictement aucune empathie avec le problème, c'est compliqué de te convaincre parce que faut bien se dire que lever des fonds, c'est pas une recette où tu te dis genre si je coche toutes les cases, ça va marcher. Non, c'est vraiment une relation d'humain à humain où tu dois convaincre un humain en faisant appel à ses émotions, à son empathie, à sa compassion, etc. Si en face de toi tu as quelqu'un qui n'a jamais vécu le problème que tu abordes, il va peut-être t'écouter d'une oreille, mais ça va beaucoup moins le marquer que s'il a lui-même été impacté par le problème à un moment donné. Et nous, on sait pertinemment que le problème qu'on résout, il y a quasiment personne parmi les VC auxquels on parle qui l'a un jour vécu. Il y a quelques BA, donc Business Angels, qui l'ont peut-être vécu, mais les gens qui ont des profils de BA sont principalement des personnes à la retraite, donc grosso modo, qui ont des gars qui ont plus de 60 ans, voilà, et qui peut-être ont fait du code dans leur vie. Mais il y a 40 ans. Ouais. Et donc, concrètement, quand tu leur dis, aujourd'hui, oui, tu as de l'IA qui peut faire ça. Ouais, mais non, ça ne marchera jamais. Non, mais en fait, ça marche déjà. Oui, non, mais non, ça ne marchera jamais. Et en fait, tu as vraiment ce décalage entre soit tu n'as personne qui te comprend, soit tu as des gens qui pourraient te comprendre, mais qui ne sont pas, entre guillemets, à jour de la technologie. Okay. Et donc, tu as vraiment un gros effort de... Et c'est là que nous, on a arrêté de lever aussi en ce moment, c'est que tu as un gros effort d'acculturation à faire. Et on préfère finalement déléguer le travail à nos utilisateurs. Donc aujourd'hui, on se repose énormément sur une stratégie B2D, donc Business to Developer, où on met l'outil gratuitement dans les mains des développeurs pour qu'ils le testent, qu'ils en parlent, et que ça fasse grossir la conscientisation de la partie awareness autour du produit. Parce que nous, on n'a pas vocation à faire ça tous les 4 matins, tu vois. C'est cool que tu aies prononcé ce mot-là, awareness. Parce que du coup, là, je te propose de faire un exercice, juste essayer de passer The Codist dans la grille de lecture du modèle A. Alors, juste une petite interruption, les amis, pour vous en dire plus sur le modèle A, modèle AAARRR. C'est le modèle qui permet de visualiser le parcours client en 6 étapes, avec le premier A qui représente l'awareness, c'est-à-dire le fait qu'un client ait déjà entendu parler de vous. Ensuite, on a l'acquisition qui est le fait de, par exemple, générer du trafic, générer des interactions entre vous, votre produit, votre marque et vos prospects. Ensuite, on a l'étape d'activation qui est le fait que votre prospect interagisse, comprenne la valeur ajoutée de votre produit ou de votre service. Ensuite, on a la rétention qui est le fait que le prospect continue à revenir à utiliser votre produit. Ensuite, on a le revenu qui est le fait simplement qu'il paie. Et enfin, le referral qui est le fait que votre prospect parle de vous autour de lui. Donc, en fait, le modèle ARR, c'est juste la modélisation d'un tunnel de vente en 6 étapes
awareness, acquisition, activation, revenu, rétention, referral. Du coup, toutes ces étapes sont liées, mais le but, c'est de pouvoir optimiser chacune de ces étapes afin d'avoir la meilleure croissance possible. Et du coup, voilà, je pense que vous avez besoin de cette petite précision pour comprendre la suite. C'est tout pour moi, je vous laisse continuer cet épisode. La partie awareness, du coup, ça se fait comment? Alors, l'awareness, donc aujourd'hui, donc, comme je disais, on est dans une stratégie de développement B2D. Ouais. Donc, on s'adresse à des développeurs. Le D, c'est pour développeurs. Donc, toute l'awareness qu'on fait est à destination des développeurs. Donc, première question, c'est de se poser, c'est de se demander où sont mes développeurs et comment est-ce qu'ils se renseignent, ils prennent en compte de nouveaux sujets, etc. Donc, on sait que les développeurs fonctionnent par communauté. Slack, LinkedIn, Reddit, etc. On sait qu'ils vont dans les conférences, PyCon, PyCon, etc. Donc, nous, notre but, c'est de passer par tous ces canaux-là, et parler de ce qu'on fait. Okay. Donc, nous, on donne des conférences à la PyCon. On intervient avec des dev évangélistes, donc des évangélistes de développeurs, pour relayer ce qu'on fait. Il y a des développeurs qui font des tutos de notre outil, etc. Ouais. Franchement, quand j'ai vu un tuto, alors qu'on n'a rien demandé, j'étais trop fière de mon outil. J'étais vraiment fière ce jour-là. Je te jure, j'ai appelé mon cofondateur, je lui ai dit, t'as vu, il y a un gars qui est basé quelque part dans un coin perdu du monde, qui nous connaît et qui a fait un tuto sur nous. Donc j'étais vraiment contente. Donc tu vois, tous ces canaux-là nous permettent de faire parler de codistes, de l'outil, et plus généralement de l'application de l'IA au code, parce qu'il faut aussi légitimer ce qu'on fait. Donc prouver que c'est pas juste une lubie de deux personnes totalement perchées, mais que concrètement il y a des applications mathématiques qui permettent aujourd'hui de comprendre le code de manière automatique. Okay. Donc toute la partie awareness, c'est ça, c'est présenter la boîte, l'outil et la techno qu'il y a derrière. Okay. Après on passe à l'adoption. Donc comment est-ce que les développeurs, une fois qu'ils connaissent l'outil, ils viennent sur notre site web, notre page LinkedIn ou autre, et téléchargent l'outil. Donc là, pareil, on a créé une page web, on a un profil LinkedIn qui est à jour, et là, tout est automatisé. Donc, c'est quoi la page web? codiste-ai.com. Un peu de pub personnelle. Et donc là, tu vas sur le site, par exemple, et on te met un bouton. Tu veux télécharger, tu cliques dessus. Tu remplis un formulaire entièrement automatisé. Okay. Donc nous, ça nous remplit notre base de données pour mieux connaître nos utilisateurs. Nom, prénom, adresse mail, profession, usage de l'outil, langage préféré, etc. Donc vraiment des données qui nous aident à prioriser nos fonctionnalités pour le futur. Okay. Et usage pro ou perso. Une fois qu'ils ont rempli le formulaire, pareil, on leur envoie un mail automatique avec le lien pour télécharger l'outil. Et après, 2-3 semaines après, on leur refait un mail automatique pour savoir ce qu'ils ont pensé de l'outil, s'ils ont des retours à nous faire, avec un lien vers un questionnaire de satisfaction, encore une fois, pour mesurer le NPS de manière automatique. Sachant que on est encore tout petit aujourd'hui, donc si les gens veulent nous contacter, on a l'adresse mail qui est mise, le numéro de téléphone, ils peuvent nous joindre par Slack, par LinkedIn, par mail, enfin voilà, on est accessible partout, okay. Voilà. Après, quand tu disais action, tu entends quoi par action pour le troisième A? L'action, c'est justement le fait que, de prouver un intérêt, remplir quelque chose. Voilà, donc c'est ça. Ça, c'est le formulaire, sachant que on traque aussi quand ils utilisent l'outil pour la première fois. Donc, le nombre de gens qui se sont inscrits, et le nombre de gens qui ont réellement téléchargé l'outil et l'ont réellement activé pour une première fois. Et après, on passe à la phase rétention. Aujourd'hui, l'outil... Nous, notre rétention idéale, c'est à chaque fois qu'un développeur met à jour un code, on aimerait qu'il fasse tourner l'outil pour mettre à jour sa documentation. Okay. Donc, on traque quand l'environnement de développement du développeur est activé et on traque si notre outil a été activé à ce moment-là aussi. Okay. Et donc, ça, c'est la rétention. On est vraiment aux prémices parce que ça, c'est la rétention idéale. Aujourd'hui, ce qu'on traque vraiment, c'est à chaque fois qu'un utilisateur effectue une commande dans l'outil. Donc on voit à peu près s'il revient toutes les 2 semaines, tous les mois, etc. Mais plus on va monter en compétence, on va dire, sur l'outil, en fonctionnalité, etc., mieux on pourra traquer l'usage de la plateforme. Okay. L'étape d'après, c'est le referral. Est-ce que ils nous aiment assez pour parler de nous? Donc là, toi, c'est un peu mélangeant entre le awareness et le referral, parce que, en fait, les gens qui nous utilisent, des fois, ils parlent de nous, des fois, ils nous taguent, etc., ce qui est très bien. Mais l'étape vraiment d'après, c'est quand un développeur d'une boîte, disons de BNP, va nous utiliser, va dire « Ah ouais, c'est assez bien, je vais en parler à mon responsable ou à ma responsable, et on va mettre en place une réunion de travail. »
Ça va être l'étape d'après, et après on pourra parler de monétisation, etc. Ok. Ah, donc aujourd'hui, vous êtes sur un modèle freemium. Ouais, on a free, même pas freemium. On est même open core dans le sens où aujourd'hui notre technologie fonctionne pour le langage Python, donc documente automatiquement le Python. On n'aura jamais vocation à monétiser le langage Python. Il y a d'autres langages comme le Java, le COBOL, etc., qui ont une forte valeur ajoutée pour les entreprises et on pourra monétiser. Mais aujourd'hui, la stratégie est purement open core parce qu'on est B2D justement et que on veut que les développeurs n'aient aucune friction pour pouvoir utiliser l'outil dans tous les sens possibles et imaginables, en tirer de la valeur, nous faire des remarques, des retours, etc. Ouais, c'est une forme de... Enfin, en marketing, il y a ce qu'on appelle le CGU. Ouais. C'est User Content Generation. UGC plutôt. User Content Generation. Et j'ai l'impression que ça se rapproche un peu de ça. Ouais, parce que nous, on va avoir un peu de contenu comme des articles de blog, mais surtout, ce qui compte dans un outil développeur, c'est... à quel point ta documentation est à jour, claire, lisible. Est-ce que tu as des tutos qui vont bien, des cas d'usage? Et nous, c'est ce qu'on fait en fait. Ok. Donc oui, il y a un prémisse de funnel. Ouais. Un prémisse. Mais encore une fois, je sais qu'on est encore jeune et c'est bien de travailler sur la rétention, mais il faut que les gens viennent pour les retenir. Donc là, l'énergie, c'est comment faire venir les gens. Une fois qu'on est sûr que la première partie du tunnel est bien, qu'on les fait venir, après, comment est-ce qu'on fait pour les garder? Et après, comment est-ce qu'on fait pour les convaincre de parler de nous? Et comment est-ce qu'on fait pour gagner du revenu, en fait? On ne met pas la charrue avant les bœufs. Et alors, est-ce que vous arrivez un peu à désolé, je commence à vraiment entrer dans le truc. Est-ce que vous arrivez un peu à repérer les signaux faibles? Parce que je me dis au final... la typologie de vos clients, alors dis-moi si c'est vrai ou pas, la typologie de vos clients, ça reste des grands groupes, enfin des gens qui ont des structures de code lourdes à maintenir. Donc, et tu me disais que sur ce type de cible de problématique, il y a beaucoup de turnover, ce qui fait que voilà, à chaque fois un nouveau développeur, il arrive devant le code, il ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez essayé de traquer un peu les signaux faibles? Par exemple, je me dis que quand il y a un turnover, une grosse boîte fait forcément sortir une annonce comme quoi elle est en recherche de développeurs sur tel type, de tu vois, justement, alors, on va peut-être pas vendre directement aux grosses boîtes, mais plutôt à des boîtes comme Accenture, Atos. Tu vois, ces boîtes qui sont littéralement des usines à développeurs, qui vont avoir des milliers de développeurs qui, tous les 3-6 mois, changent de mission et doivent aborder un code qu'ils n'ont pas écrit, un code nouveau, etc., monter en compétences. Donc nous, on a plutôt vocation à adresser ces boîtes-là en leur disant, vous êtes une boîte de conseil, des grands groupes du CAC 40 font appel à vous tous les jours, vous devez leur prouver que vous êtes efficace, rapide, que vous ne faites pas d'erreur, que vous limitez leur taux que vous maximisez leur taux de mise en production, etc. Vous pouvez augmenter tout ça grâce à nous, en fait. Et on vous apporte un avantage concurrentiel que les autres n'auront pas. Donc, on s'adressera plus à ces boîtes-là en priorité, plutôt qu'aux utilisateurs finaux d'abord. Parce qu'il y a aussi ce truc de se dire que quand tu t'adresses à une grosse boîte comme BNP, tu ne t'adresses pas à une personne en particulier. Tu passes par le service achat, tu dois te faire valider, certifier, etc. Et le process est très long. Alors que si tu passes par un tiers de confiance, Atos, Accenture, etc., à partir du moment où eux te valident et arrivent avec leur outil chez le client final, c'est bon, t'es validé d'office en fait. Donc, entre guillemets, tu as le pied dans la porte déjà, et après tu peux revenir. C'est un peu la technique du cheval de Troie. Voilà. J'ai pas la force de tout faire, donc je délègue. Encore une fois, je délègue et je délègue. Ok. Donc la stratégie, ce serait du B2B2C. Ouais. Ok, nice. La stratégie marketing. Commerciale, pardon. Ok. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. C'est un épisode assez costaud, je l'avoue, parce que simplement le sujet de mon invité était assez costaud. Mais si tu es resté jusqu'à la fin, je pense que cet épisode t'a quand même intéressé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu directement sous la vidéo. Si tu penses que ça peut intéresser quelqu'un d'autre, n'hésite pas à partager. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser directement en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Sur ce, on se dit au prochain.